Madame, Monsieur, bonsoir. Merci pour votre attention et bienvenue dans votre journal à la une ce soir. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu aujourd'hui le président de la Commission des Affaires étrangères de la Grande Assemblée nationale de la République de Turquie, Fuat Oktay. Les détails dans un instant. Et en prévision du 7e sommet des chefs d'État, des chefs de gouvernement et des pays exportateurs de gaz, le président de la République a présidé aujourd'hui une réunion consacrée aux préparatifs liés à ce sommet. Le président de l'Assemblée populaire nationale et président en exercice de l'Union parlementaire des États membres de l'Organisation de la coopération islamique, Brahim Boghali, a mis en avant aujourd'hui à Constantine les efforts de l'Algérie dans le cadre de son statut de membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU en vue de l'activation de la décision de la Cour internationale de justice au sujet de la Palestine. Plus de précisions dans cette édition. Et en Palestine occupée, l'armée de l'occupation sioniste poursuit ses bombardements sur Gaza et les autres territoires palestiniens, à l'exemple de Rafah, où 107 martyrs sont tombés dans la nuit d'hier. Et Raphaël Petit, médecin humanitaire invité de Questions d'Actu, est revenu hier soir sur la situation humanitaire désastreuse dans la bande de Gaza et Rafah. Et les détails dans un instant. Et au Maroc, critiqué pour ses scandales et sa corruption rampante, contrairement à l'illusion de décence soigneusement entretenue sous le règne de Hassan II. Le règne de Mohamed VI est actuellement sous les feux de la rampe. Les révélations et les liens avec des réseaux criminels internationaux ont prolongé le régime du Merzen dans une crise sans précédent. Voilà pour les titres. Bienvenue à vous tous. Tout d'abord, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu aujourd'hui le président de la Commission des Affaires étrangères de la Grande Assemblée nationale de la République de Turquie, Fuat Oktay. L'audience s'est déroulée en présence du directeur de cabinet à la présidence de la République, Muallem Muallem, et du président de la Commission des Affaires étrangères, de la coopération et de la communauté à l'Assemblée populaire nationale, Rabah Boutelja. Je vous invite à présent à écouter la déclaration du président de la Commission des Affaires étrangères de la Grande Assemblée nationale de la République de Turquie, Fuat Oktay, au sortir de l'audience avec le président de la République. On l'écoute. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, nous a accordé une importante entrevue. Notre présence en Algérie s'inscrit dans le cadre des activités de la Commission des Affaires étrangères de la Grande Assemblée nationale de la République de Turquie. Nous avons effectué cette rencontre pour transmettre au président Abdelmadjid Tebboune les salutations de son frère, le président turc, et aborder plusieurs questions d'intérêt commun. Les visites présidentielles qui ont eu lieu par le passé ont été sanctionnées par la signature de plusieurs conventions et accords. Nous sommes arrivés aujourd'hui au stade d'impliquer les hommes d'affaires et la société civile des deux parties pour concrétiser ces accords. Le volet économique est très important, en témoigne le volume des investissements qui a atteint les 6 milliards de dollars qui viennent s'ajouter aux 6 milliards de dollars enregistrés dans les échanges commerciaux bilatéraux. Nous aspirons à porter ce chiffre à 10 milliards de dollars dans tous les domaines. Le partenariat a été consolidé à tous les niveaux. Nous avons abordé également les voies et moyens à même d'aller vers un cessez-le-feu à Gaza. Une question très importante pour les deux parties. J'ai transmis au président de la République les messages de son frère, notre président, et m'a chargé de transmettre ces messages relatifs à cette question à notre président. Nous soutenons les efforts de l'Algérie au sein du Conseil de sécurité afin de résoudre cette crise. On doit nous concerter pour la résoudre. Nous avons le même objectif, mettre un terme au massacre, arriver à un cessez-le-feu immédiat et permanent à Gaza, assurer l'acheminement des aides humanitaires, mais aussi l'application immédiate des décisions de la Cour internationale de justice et l'inculpation des auteurs de ces crimes de guerre, notamment Netanyahou. Nous devons également aller vers la solution définitive et pacifique, reconnaissant l'État de Palestine libre et indépendant avec El-Quds comme capitale. Tam bir kararlılık içerisinde, ortak vizyonla, ortak kararlılıkla, ortak hedefler. Et dans le reste de l'actualité, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a présidé aujourd'hui une réunion consacrée aux préparatifs liés au 7e sommet des chefs d'État et des chefs de gouvernement des pays exportateurs de gaz.
Est tenue aujourd'hui à Constantine de la 50e réunion du comité exécutif de l'Union parlementaire des États membres de l'Organisation de la coopération islamique. La séance inaugurale de la réunion a vu la participation de la commission permanente des affaires économiques et environnementales. Présidée par le président de l'APN et de l'UPCI, Brahim Borali, a prononcé un discours à travers lequel est revenu notamment sur la position de l'Algérie vis-à-vis de la situation critique en Palestine occupée. Plus de précisions avec Melika Bellal. Les activités de la 50e réunion du comité exécutif avec la participation du comité permanent des affaires économiques et environnementales de l'Union des conseils des États membres de l'Organisation de la coopération islamique qui ont débuté ce matin à Constantine n'ont pas manqué d'aborder la situation en Palestine et le génocide à Gaza. La situation catastrophique dans laquelle vit le peuple palestinien, privé des besoins fondamentaux tels que l'eau, la nourriture, les médicaments et un abri, est une honte pour l'humanité tout entière. La situation en Palestine est dangereuse à cause des agressions continues et brutales de l'armée sioniste contre la bande de Gaza et toutes les terres palestiniennes. Cette réunion de 2 jours permettra d'aborder les principales questions et défis actuels. Le Conseil est une organisation d'une grande importance. Il a toujours apporté un soutien constant à la cause palestinienne ainsi qu'à toutes les questions d'intérêt commun pour les pays musulmans. Le Conseil se concentre sur un certain nombre de défis, y compris les défis climatiques et sans aucun doute la question principale pour toute la nation musulmane, la question palestinienne et les crimes de guerre commis à Gaza. Le but de ces rencontres et de ces réunions est de transmettre le message de nos peuples. Nous leur souhaitons toujours stabilité et prospérité. 2 vice-présidents ont été élus lors de cette première session de travail organisée à huis clos. L'un provenant du groupe africain et l'autre du groupe asiatique, et cela conformément aux décisions et recommandations de la 17e conférence de l'Union tenue à Alger en janvier 2023. Et de son côté, dans une allocution prononcée lors des travaux de la 44e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine sur les mécanismes de la participation de l'Union africaine au G20, le ministre des Affaires étrangères de la communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, a appelé aujourd'hui à Addis Abeba à une participation active de l'Union africaine et au G20, saluant les efforts de tous ceux qui ont contribué à l'adhésion de l'organisation continentale à ce bloc. Une adhésion considérée comme un acquis qu'il importe de valoriser et une avancée à mettre au profit pour poursuivre nos efforts collectifs visant à réparer une injustice historique et à mettre un terme à la longue marginalisation du continent dans les différentes institutions de gouvernance mondiale, qu'elles soient politiques, sécuritaires, économiques ou sociales. La délégation soutient en outre l'approche proposée à la discrétion du Conseil exécutif, laquelle s'inspire de la décision 845 de la conférence des chefs d'État et de gouvernement, a précisé le chef de la diplomatie algérienne, Ahmed Attaf, dans son allocution. Je vous invite à présent à l'écouter. La délégation salue les efforts de tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à l'adhésion de l'Union africaine au G20. Une adhésion que nous considérons comme un acquis qu'il importe de valoriser et une avancée à mettre à profit pour poursuivre nos efforts collectifs visant à préparer une injustice historique et à mettre un terme à la longue marginalisation de notre continent dans les différentes institutions de gouvernance mondiale, qu'elles soient politiques, sécuritaires, économiques ou sociales. Et toujours depuis Addis Abeba, Attaf est revenu sur les prérogatives de la délégation. On l'écoute de nouveau. Aussi, cette délégation appelle à une participation active de l'Union africaine au sein de ce bloc et à œuvrer dans son cadre à mobiliser l'appui international nécessaire à la concrétisation des objectifs et des aspirations consacrées dans notre agenda 2063. La délégation soutient en outre l'approche proposée à la discrétion du Conseil exécutif, laquelle s'inspire de la décision 845 de la conférence des chefs d'État et de gouvernement. En premier lieu,
Le président tournant de l'Union africaine, appuyé par le président de la Commission, représente notre organisation aux réunions du G20 au niveau du sommet. En second lieu, généraliser ce principe aux réunions ministérielles. En ce sens qu'un ministre de l'État assurant la présidence, appuyé par le commissaire compétent, représente notre organisation. Ce mode de fonctionnement s'impose comme étant le plus efficace et le plus à même de faire entendre la voix de notre continent avec fiabilité, fidélité et loyauté. Et toujours à Addis Abeba, le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale établie à l'étranger, Ahmed Attaf, s'est entretenu avec le ministre des Affaires étrangères et de la coopération de la République du Bénin, Olusegun Ajadi Bakari, et ce en marge de sa participation à la 44e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine au deuxième jour des travaux. La rencontre a permis d'examiner les voies et moyens de consolider les relations bilatérales entre les deux pays et de les renforcer, concertation sur le développement de la situation politique. Et par ailleurs, le chef de la diplomatie, Attaf Ahmed, a eu des entretiens bilatéraux avec l'envoyé spécial du gouvernement chinois chargé des affaires étrangères, Liu Xilu, en marge des travaux, toujours, de sa participation à la 44e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine. Les deux parties ont discuté les voies et moyens de renforcer les relations amicales qui réunissent l'Algérie et la Chine dans le cadre du suivi et décision des résultats de la visite d'État effectuée par le président de la République Abdelmajid Tebboune à la République populaire de Chine en juillet dernier. Le ministre des Affaires étrangères de la communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, s'est entretenu également aujourd'hui à Addis Abeba avec son homologue portugais, João Gomes Cravinho, et ce en marge de ce deuxième jour des travaux de cette 44e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine, selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger. La rencontre a été consacrée à l'examen des voies et moyens de renforcer les relations de partenariat et de coopération de l'Algérie et le Portugal, à la lumière des conclusions de la visite d'État effectuée en mai 2023 par le président de la République, Abdelmajid Tebboune, à la République portugaise. En sus des préparatifs de la tenue de la prochaine session de la réunion du haut niveau algéro-portugaise au cours du deuxième semestre de cette année. Le ministre des Affaires étrangères de la communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, s'est entretenu également, toujours à Addis Abeba, avec le secrétaire d'État aux Affaires étrangères de Lituanie, Andrės Piliedė-Goffix, en marge du deuxième jour des travaux de la 44e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine, toujours selon le communiqué du ministère des Affaires étrangères. Les entretiens ont porté sur les priorités et les objectifs de la candidature de la République de Lettonie à un siège non permanent du Conseil de sécurité pour la période 2026-2027, et ce pour la première fois de son histoire, ainsi que des entretiens avec son homologue malgache, Rasata Ravarava Vitavika. Le ministre des Affaires étrangères de la communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, a reçu aujourd'hui un appel téléphonique du ministre des Affaires étrangères de la République islamique d'Iran, Hossein Amir Abdullahian. Les discussions ont porté sur les développements du génocide perpétré contre le peuple palestinien frère dans la bande de Gaza, ainsi que la mobilisation diplomatique menée par l'Algérie en faveur de la cause palestinienne dans le cadre du Conseil de sécurité onusien. Les deux parties ont également évoqué les voies de renforcement des relations bilatérales en prévision des échéances bilatérales de haut niveau prévues prochainement. Et retour chez nous, une plateforme numérique pour le sommet de l'Algérie, du sommet de l'Algérie du Forum des pays exportateurs de gaz pour sa 7e édition a été lancée. La plateforme est dotée de toutes les données relatives au marché mondial de gaz, ses enjeux et ses évolutions, ainsi qu'un guide du forum. Son programme et tous ses détails avec Hanan Bourayou dans cette couverture et Rissi Malika Bellal. Compte tenu du rôle de l'Algérie dans le domaine de l'industrie gazière mondiale, grâce à ses vastes et abondantes réserves, le 7e sommet des chefs d'État et de gouvernement du Forum des pays exportateurs de gaz revêt une importance stratégique. Un sommet qui rassemblera des chefs d'État, des gouvernements et des délégations importantes dans un pays considéré comme étant un fournisseur de gaz naturel fiable et leader sur les marchés mondiaux de l'énergie. Le ministère de l'Énergie et des Mines met les bouchées doubles afin d'accompagner cet événement et lui accorder l'attention qu'il mérite.
Une plateforme électronique dédiée à ce sommet a été lancée par l'Algérie. Une plateforme sophistiquée qui offre un espace informatif avec des caractéristiques techniques avancées et un contenu enrichissant fournissant aux visiteurs toutes les informations sur le sommet ainsi que des informations techniques et scientifiques dans le domaine du gaz. C'est une plateforme complète qui fournit des informations sur le Forum des pays exportateurs de gaz, en mettant particulièrement en avant la stratégie du Forum à long terme, ainsi que les procédures d'obtention des visas au niveau de l'aéroport international de Houari Boumediene, ainsi que d'autres consignes de sécurité et sanitaire. Cette plateforme fournit une présentation organisée de l'événement et du secteur du gaz en général et met les informations à la disposition du public au niveau continental et international. Le site web du 7e sommet du Forum des pays exportateurs de gaz constitue un moyen de communication efficace entre les organisateurs et les participants, car il comprend également des rubriques contenant des informations liées à l'événement, au programme, ainsi qu'une rubrique dédiée à la presse et aux médias couvrant cet important événement international. Effectivement, cette plateforme constitue un soutien essentiel pour la communauté médiatique, car elle fournit des informations riches et variées, notamment des données techniques et scientifiques sur le gaz. Ainsi, les professionnels des médias peuvent comprendre les défis et les enjeux de ce forum. Les médias présents à cet événement auront un accès privilégié à des informations approfondies sur les principaux sujets qui seront discutés lors du forum. Cette plateforme nous fournira une multitude de supports, notamment des vidéos, des informations chiffrées, des données spécifiques, afin de couvrir tous les aspects du forum de manière exhaustive. La tenue de la 7e édition du sommet des pays exportateurs de gaz en Algérie constitue en soi une plateforme souveraine pour renforcer la coopération internationale et discuter des défis actuels et futurs de l'industrie gazière. Et découvrez avec nous à présent l'unité commerciale de Saïdal dans la wilaya de Batna. Traitant 10 millions d'unités de médicaments par an pour un chiffre d'affaires de 5 milliards de dinars. Assurant le stockage et la distribution de médicaments dans les régions de Batna et des wilayas limitrophes des hauts plateaux avec rigueur. Saïdal s'apprête également à inaugurer dans 36 mois la première unité de production de cristaux d'insuline en Afrique. À Batna, cette unité de production réduira la dépendance aux importations, garantissant ainsi une insuline de qualité localement produite et renforçant la sécurité sanitaire des citoyens. Yenisset Belkacem, reportage. Avec une impressionnante capacité de 3,5 millions d'unités de médicaments, le dépôt de distribution et de stockage de Saïdal joue un rôle vital dans l'approvisionnement en médicaments des wilayas des hauts plateaux et du sud-est de l'Algérie. La capacité de stockage de 3 500 000 unités actuellement. Mais nous avons 6 millions d'unités, la capacité. Bon, après le stockage, la zone de préparation, on prépare les commandes des clients. Chaque produit subit un contrôle minutieux avant d'être organisé dans le dépôt selon un système précis, assurant ainsi leur identification et leur accessibilité. Nous avons reçu de la part du site de production de Constantine 2 une livraison de sirop. On s'est bien assuré que la commande est conforme au dossier remis par le site qui nous a livré la commande. Là, donc, à la réception des bulletins d'analyse nécessaires attestant de la conformité des lots, nous allons donc procéder au stockage des produits et donc honorer les commandes de nos clients. Grâce à son efficacité et sa fiabilité, cette installation assure un flux constant de médicaments, contribuant ainsi à garantir l'accès aux soins dans les régions éloignées. L'unité commerciale a clôturé l'année par un chiffre d'affaires de 4 milliards 300 de dinars, 37 millions d'unités. Pour l'année 2024, le chiffre d'affaires prévu pour cette unité, c'est de 5 milliards 400. Les 5 milliards 400 répartis sur des produits de plusieurs familles pharmaceutiques. C'est des produits des antibiotiques, la famille des antibiotiques, ainsi des anti-inflammatoires, des produits de spécialité de cardio et de diabéto et des antihistaminiques.
En parallèle, Saïdal a pour ambition de renforcer sa position dans l'industrie pharmaceutique en Algérie. Une usine de production de cristaux d'insuline, le premier du genre en Afrique, sera bientôt construit dans cette wilaya. La production de cette matière première constitue une étape importante pour une réduction de la dépendance aux importations qui dépasse les 30%, sachant que le traitement à l'insuline coûte plus de 500 millions de dollars annuellement. Grâce à ce projet, Saïdal souhaite devenir un acteur majeur dans la lutte contre le diabète en fournissant localement de l'insuline. Cette initiative renforce son leadership dans l'industrie pharmaceutique en Algérie et contribue à réduire les importations de médicaments, garantissant ainsi la sécurité sanitaire des citoyens. Par ailleurs, et suite aux instructions du président de la République Abdelmadjid Tebboune concernant la modernisation et le renforcement de l'agence spatiale algérienne, et ce en mobilisant des moyens financiers, ainsi que des ressources humaines formées dans des spécialités de haut niveau. Un incubateur d'affaires de l'agence spatiale algérienne Azal, au niveau du pôle technologique de Sidi Abdallah à Alger, a été lancé dans le but de rapprocher les étudiants de cette agence, nous dit Yasmine Msaoudi dans ce reportage. Moderniser l'agence spatiale algérienne en la dotant des outils techniques spatiaux les plus modernes, il s'agit là d'une des priorités du président de la République, qui a appelé à mobiliser les moyens financiers et les ressources humaines formées au sein des instituts d'enseignement supérieur de mathématiques et de l'École nationale supérieure de l'intelligence artificielle, suivant une vision prospective. Donc il est temps de commencer ces actions concrètes. Première étape, c'est un accompagnement de cette agence spatiale algérienne dans son projet de développement et dans ses perspectives dans la formation des étudiants. On introduit un petit peu de recherche-développement avec les étudiants, notamment avec des mini-projets cette année, et en vue de préparer des projets conjoints qui répondent à des besoins de l'ASAL. L'agence spatiale aussi aura un capital humain hautement qualifié. Les étudiants sont parmi les meilleurs étudiants formés, parmi les enseignants qui font aussi partie des meilleurs enseignants qui existent en Algérie. Donc cette collaboration va être vraiment gagnant-gagnant et très fructueuse. Et pour favoriser la collaboration avec les étudiants, l'agence spatiale algérienne envisage de lancer un incubateur d'affaires au sein du pôle technologique. La création d'un incubateur d'affaires permettra le rapprochement des étudiants et des cadres de l'ASAL. Cela intervient conformément aux directives du président de la République Abdelmadjid Tebboune, qui avait présidé récemment une réunion d'évaluation du travail de l'ASAL, notamment en ce qui concerne sa dotation en moyens financiers et en ressources humaines formées dans des spécialités de haut niveau et de pointe. Parmi les diplômés des institutions d'enseignement supérieur de mathématiques et de l'École nationale supérieure de l'intelligence artificielle. L'incubateur d'affaires s'ouvre à la coopération et à la collaboration avec les étudiants en mettant l'expertise des cadres de l'agence à disposition dans l'objectif de contribuer à son développement et le renforcement de ses systèmes, de même que l'extension de ses centres, afin de lui assurer une plus grande maîtrise du domaine spatial. Une décision agréablement accueillie par les étudiants de ce pôle universitaire. Le lancement de cet incubateur nous permettra d'avoir de nouvelles opportunités. Je suis étudiant en première année et j'ai déjà plein d'idées. C'est une très bonne initiative. Je suis étudiante en nanosciences et le lancement de ce nouvel incubateur au sein du pôle universitaire offrira de nouvelles perspectives aux étudiants. En investissant dans la modernisation de l'agence spatiale algérienne et en s'appuyant sur une main-d'œuvre hautement qualifiée, l'État aspire à renforcer les capacités spatiales du pays, à stimuler l'innovation, mais aussi à ouvrir de nouvelles opportunités économiques. Et dans le reste de l'actualité, lors de la visite spirituelle qu'il effectue en Mauritanie, le calife général de la Tariqa Tijaniyya Sidi Ali Belarabi a rencontré des délégations des notables mauritaniens. Une rencontre reflétant la notion de l'unité islamique avec toutes ses tendances soufis. Le calife général de la Tariqa Qadiriya Fadiliya dans l'ouest de l'Afrique, Cheikh Abdelaziz Cheikh Aya, a rendu une visite au calife général de la Tariqa Tijaniyya Sidi Ali Belarabi. À cette occasion, Cheikh Aya a salué la visite effectuée par le calife de la Tariqa Tijaniyya en Mauritanie, affirmant qu'elle contribuera à répandre les valeurs de fraternité, loin de toute forme d'extrémisme dans tout le continent africain. De son côté, Sidi Ali Belarabi a mis en valeur
l'essence de la fraternité et de complémentarité entre les peuples afin de concrétiser les objectifs de l'islam, notamment la préservation de la vie humaine. Nous saluons la visite du calife général de la Tariqa Tidjaniya en Mauritanie. Une visite qui vient consolider les liens de fraternité et d'amitié qui lient nos deux pays, mais aussi tous les pays africains. C'est aussi une occasion pour réitérer notre attachement aux valeurs et aux préceptes de l'islam. Et dans l'actualité internationale et au dossier de Palestine occupée, l'armée de l'occupation sioniste poursuit ses bombardements sur Gaza et les autres territoires palestiniens. Il ne se passe pas un seul jour sans que des civils innocents ne tombent en martyrs. Des voix continuent à s'élever à travers le monde entier pour dénoncer ce génocide et exigeant le cessez-le-feu immédiat pour permettre notamment l'accès des aides humanitaires, nous dit Bader Amarni. En 131 jours de bombardement sur la bande de Gaza, aucune solution ne pointe encore à l'horizon pour stopper la machine de guerre enclenchée par l'armée sioniste depuis le 7 octobre. La situation devient de plus en plus insoutenable pour les civils innocents qui voient leurs proches tomber en martyrs. Sur le plan humanitaire, la situation est des plus catastrophiques. Les populations gazaouis et celles des différents autres territoires sont affamées et ne trouvent pas de la nourriture et de l'eau surtout. Sur le plan sanitaire, les hôpitaux continuent à être assiégés et manquent de tout. C'est à l'exemple de l'hôpital Nasser à Khan Younes qui continue à fonctionner sous les bombardements et avec un manque flagrant de médicaments et d'oxygène. Des sources sanitaires font état de la mort de nombreux malades et de médecins suite à un assaut donné par l'armée sioniste pour occuper la cour de l'hôpital, exhortant toutes les personnes qui s'y sont réfugiées à le quitter et à se diriger vers le camp de Rafah où survivent plus d'1,5 million de Palestiniens dans des conditions extrêmement difficiles et dans la menace d'une offensive militaire terrestre est imminente. Les Palestiniens retiennent leur souffle et tous les regards du monde sont braqués sur ce camp. La communauté internationale a réitéré son appel à un cessez-le-feu pour des raisons humanitaires dans la bande de Gaza. La conseillère spéciale de l'ONU pour la prévention du génocide a réaffirmé la nécessité de garantir l'acheminement de l'aide humanitaire à ceux qui en ont cruellement besoin. Pour sa part, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a réitéré la nécessité d'un cessez-le-feu immédiat pour des raisons humanitaires à Gaza. Par ailleurs, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a réaffirmé l'engagement de son pays à contribuer à garantir un cessez-le-feu et une éventuelle solution à 2 États entre la Palestine et l'entité sioniste. Dans le même sens, a abondé le représentant permanent de la Chine auprès des Nations Unies qui a indiqué que la tâche la plus urgente est de promouvoir immédiatement un cessez-le-feu à Gaza et de prendre des mesures responsables pour empêcher une nouvelle escalade régionale. L'Australie, le Canada et la Nouvelle-Zélande ont appelé à un cessez-le-feu urgent dans la bande de Gaza dans une déclaration commune de leur Premier ministre. Pour rappel, les pays arabes aux Nations Unies ont annoncé mercredi qu'ils s'apprêtaient à soumettre au Conseil de sécurité un projet de résolution appelant à un cessez-le-feu immédiat à Gaza, soulignant que ce projet appelle également à fournir des secours humanitaires à la population. Et invité hier soir de Falih El-Assali dans l'émission Question d'actu, le médecin humanitaire Raphaël Petit, qui s'est déplacé sur les lieux du génocide, a décrit la situation chaotique qui règne dans l'hôpital de Rafah. Je vous invite à écouter cet extrait de l'émission Question d'actu. Il y a environ 3000 personnes qui vivent dans les couloirs de l'hôpital, qui vivent dans des conditions très précaires. À l'extérieur, il y en a 25 000, à l'intérieur, plus de 3000, ce qui crée un véritable chaos. Vous ne pouvez pas véritablement circuler dans cet hôpital. Et de surcroît, le service d'urgence était débordé par les malades de pathologies aiguës, simplement respiratoires, etc., mais aussi des pathologies chroniques. Et là-dessus se greffe constamment l'arrivée des polytraumatisés du fait des bombardements, du fait des snipers, etc. Alors c'est une véritable situation chaotique à l'intérieur, manque de tout, bien évidemment. Il manque de médicaments, il manque de produits anesthésiques. Et là, heureusement, nous en avons amené. Avec nous, chacun de nous avait fait en sorte d'avoir une valise d'environ 23 kilos de matériel et de médicaments que nous avons apportés à nos collègues. Voilà, c'est cette situation qui prévaut dans cet hôpital.
Raphaël Petit, médecin humanitaire, s'est exprimé également sur la situation de la ville de Rafah qui accueille la population razaoui, qui n'est pas meilleure. On l'écoute une nouvelle fois. Je rappelle que Raphaël Petit était l'invité de Falil Assadali dans l'émission Question d'actu. La ville de Rafah est une ville de 240 000 habitants et maintenant une ville de 1 400 000 habitants. Et il faut voir ce que c'est. C'est-à-dire que vous savez, aucun espace libre. Tous les couloirs sont pris avec des hébergements de fortune. Ils se sont faits par eux-mêmes avec du plastique, avec des couvertures, etc. Ils vivent sur les trottoirs. Il n'y a plus un seul espace. Et vous avez cette foule énorme qui déambule dans la vie, qui déambule au milieu de l'eau parce que les évacuations sont complètement touchées et qui déambule parmi les détritus. C'est une situation complètement déshumanisée. Et vous avez bien évidemment les immeubles qui ont été effondrés par les bombardements. La ville de Rafah, et j'ai rencontré le maire, n'a pas les moyens d'enlever ces gravats. Elle n'a pas les moyens de déblayer et les familles ont mis les noms des personnes qui sont encore sous les gravats en espérant que le moment venu, on puisse retirer les corps pour les enterrer dignement. Et plus de 130 jours depuis le début de la guerre en Palestine le 7 octobre dernier, l'éducation à Gaza est en péril. Selon les données de l'UNRWA de 2018, l'enclave palestinienne a abrité 737 écoles. À ce jour, 30% de ces institutions ont été détruites et réduites en ruines sous les assauts et bombardements de la machine de guerre sioniste. Le point avec Rina Lohari. 126 écoles ont été bombardées depuis le début de la guerre contre Gaza, soit 30% des établissements scolaires que compte l'enclave palestinienne. Après les hôpitaux, l'éducation est la cible privilégiée de l'agresseur sioniste qui a tué 4300 élèves et 230 enseignants lors de ces assauts qui ont privé, selon l'UNRWA, plus de 625 000 élèves palestiniens de rejoindre les bancs de l'école. Rapportant les résultats des images satellites pour mesurer l'impact des attaques sionistes sur le secteur de l'éducation, le porte-parole du secrétaire général de l'ONU, Stéphane Dujarric, a déclaré que les écoles dans lesquelles étudient environ 175 000 élèves et où travaillent plus de 6 500 enseignants sont soumises à des bombardements directs, ajoutant qu'au moins 55% des écoles de Gaza nécessiteront soit une reconstruction complète ou une réhabilitation majeure. L'agression barbare qui se poursuit depuis le 7 octobre 2023 a également provoqué des destructions massives et une crise humanitaire sans précédent. Les Nations Unies signalent une pénurie alarmante de nourriture, d'eau et de médicaments, forçant le déplacement d'environ 2 millions de Palestiniens, soit plus de 85% de la population de la bande de Gaza. Et de son côté, le Premier ministre libanais Najib Mikati a annoncé que son pays allait déposer une plainte urgente auprès du Conseil de sécurité de l'ONU contre l'entité sioniste en raison de ces agressions répétées dans le sud du pays, rapportent aujourd'hui les médias. La déclaration de Mikati fait suite aux récentes frappes aériennes sionistes, dont une survenue hier à Nabatia, qui a fait 7 martyrs, membres d'une même famille, exprimant sa grave préoccupation face à la situation. Mikati a souligné la nécessité urgente d'une intervention internationale, déclarant que face à l'escalade de cette agression sioniste, il a consulté le ministre des Affaires étrangères et des expatriés, Abdallah Bouhabib, sur la situation et demandé la soumission urgente d'une nouvelle plainte contre l'entité sioniste au Conseil de sécurité des Nations Unies. Et le peuple sahraoui endure une nouvelle fois les affres des déplacements forcés par les forces d'occupation marocaines. Une tactique similaire à celle de l'entité sioniste et qui vise à marginaliser un peuple tout en échappant aux sanctions internationales, laissant perdurer ces actes impunis depuis des décennies, nous dit Irina Louari. Depuis quelques jours, les habitants de l'Emridjet, au sud-ouest de l'Aïon occupé, font face à une guerre psychologique sans précédent à cause des campagnes de déplacement menées par les autorités d'occupation marocaines. Les terres ont été expropriées et des biens ont été incendiés, constituant une violation manifeste et continue des droits humains ainsi que tous les traités internationaux. Des pratiques qui ne diffèrent en rien de celles adoptées par les forces d'occupation sionistes. De jour comme de nuit, les attaques sont incessantes. Ils détruisent nos foyers et brûlent tous nos biens. Nous appelons les organisations mondiales et les défenseurs des droits de l'homme à agir face à ces crimes odieux.
Des actes de provocation constants et une montée délibérée des tensions, révélant une stratégie visant à s'approprier les terres des Sahraouis afin de les céder à des investisseurs étrangers. Ces zones ont été délibérément visées par les forces d'occupation marocaines qui ont démoli les habitacles, incendié les biens des civils sans préavis, les laissant dans une grande terreur et panique. Nous exhortons les organisations internationales à soutenir le peuple sahraoui et à mettre fin aux souffrances endurées depuis 1975 à ce jour. Ces dernières années, l'occupant marocain a persisté dans sa violation flagrante de toutes les lois internationales dans les territoires occupés du Sahara occidental, en particulier l'article 53 visant la protection des civils et de leurs biens en période de guerre. Des campagnes de déplacement forcés qui semblent s'inscrire dans une stratégie planifiée par l'occupation marocaine visant à marginaliser le peuple sahraoui. Une énième violation des droits humains nécessitant une condamnation unanime par la communauté internationale. Et au Maroc, critiqué pour ses scandales et sa corruption rampante, contrairement à l'illusion de décence soigneusement entretenue sous le règne de Hassan II, le règne de Mohamed VI est actuellement sous les feux de la rampe. Les révélations et les liens avec des réseaux criminels internationaux ont plongé le régime du Merzen dans une crise sans précédent. Les scandales du Merzen n'en finissent pas, notamment avec les poursuites judiciaires lancées à l'encontre de plusieurs hauts responsables proches d'un roi aux abonnés absents, laissant libre cours à un régime mafieux pour diriger le pays aux grandes dames des Marocains. Yamina Saïdji. Le règne de Mohamed VI est actuellement sous les feux des projecteurs, critiqué pour ses scandales et sa corruption rampante. Contrairement à l'illusion de décence soigneusement entretenue sous le règne de Hassan II, le pouvoir actuel ne fait même pas semblant. Les révélations et les liens avec des réseaux criminels internationaux ont plongé le régime du Merzen dans une crise sans précédent. Les scandales récents allant du logiciel espion Pegasus à l'affaire de corruption majeure Marocgate impliquant des membres du Parlement européen ont ébranlé le régime du Merzen. La justice belge a finalement réagi, émettant des mandats d'arrêt internationaux à l'encontre de hauts responsables marocains, dont le Premier ministre Aziz Akhnouch et le ministre des Affaires étrangères Nasser Bourita. Des réseaux de corruption tentaculaires alimentés par des ordres venant directement de la hiérarchie du pouvoir ont été exposés, entraînant des répercussions diplomatiques et judiciaires majeures. Alors que les révélations sur la corruption et les liens criminels se multiplient, le régime de Mohamed VI apparaît de plus en plus comme un vestige d'une époque révolue. Des personnalités clés telles que Abdelrahim Atmoun, l'ambassadeur marocain en Pologne, et le chef de la DGED, la Direction générale des études et de la documentation, sont visés par des sanctions et des mandats d'arrêt internationaux. De plus, l'implication présumée du chef de cabinet du roi, Fouad Ali Lhima, dans un vaste réseau de trafic de drogue vient ajouter de l'huile sur le feu. Ce dernier ne lésigne pas sur les moyens en mettant au service de son réseau de criminels le réseau marocain de valises diplomatiques ainsi que les avions de la Royal Air Maroc. Tous ces derniers développements pourraient marquer la fin d'une monarchie autrefois considérée comme stable et respectable. Retour chez nous, et sport football et la 17e journée de Ligue 1 prévue ce week-end nous réserve plusieurs affiches alléchantes et les regards seront notamment braqués sur le stade du 5 juillet ce samedi pour un duel qui promet entre le Mouloudia Club d'Alger et le CS Constantine. Les détails avec Saïd Fallak. Le Mouloudia d'Alger, leader incontesté du championnat, accueillera le CS Constantine, 4e au classement dans un match qui s'annonce palpitant. Le club algérois abordera ce rendez-vous avec l'intention de creuser l'écart sur ses poursuivants directs et confirmer davantage ses ambitions de reconquérir un titre qui fuit son palmarès depuis 2010. Un succès face au CSC lui permettrait surtout d'enchaîner une 4e victoire de rang, toute compétition confondue. Le club constantinois, qui reste sur une victoire à domicile face au MC El Bayed, ne compte pas effectuer le déplacement au stade du 5 juillet en victime expiatoire, d'autant qu'il a les atouts pour réussir un bon résultat, comme ce fut le cas face à l'USM Alger tout récemment.
L'autre affiche de la journée opposera le Paradouassé à la JS Kabylie au stade Omar Ben-Rabah de Dar el-Beïda. Le PAC, auteur d'une retentissante victoire dimanche dernier face à l'USM Alger 5-1, tentera d'aligner une nouvelle grosse performance devant une formation kabyle qui entend sortir le grand jeu et faire la passe de 3, elle qui reste sur 2 succès de rang. L'USM Alger, battu lors des 2 dernières journées, n'aura plus droit à l'erreur face à l'USM Khenchela, à la recherche de son côté d'un succès devant ses supporters pour rejoindre la première partie du tableau. Dans le bas du classement, l'AS Ochlef défiera un concurrent direct pour le maintien, l'AS Ben Aknoun, dans un match à 6 points où le faux pas pour l'une ou l'autre équipe est interdit. Toujours dans la course au maintien, la lanterne rouge, l'US Souf, devra impérativement l'emporter à la maison face à l'US Biskra, alors que le premier relégable, le MC Oran, effectuera un voyage semé d'embûches à Béchar pour défier la JS Saoura. Cette journée est tronquée du match NC Magrassé RB Louis Z, reporté à une date ultérieure en raison de l'engagement du Chebeb en Ligue des Champions d'Afrique vendredi face aux Égyptiens d'El Ahli du Caire. Et en ouverture de cette 17e journée de Ligue 1, le Mouloudia, club d'Al Bayad, qui recevait cet après-midi l'équipe de l'Entente de Sétif, s'est imposé largement sur le score de 3-0. Une victoire qui permet au Mouloudia club Al Bayad de prendre la 8e place du classement général. Et avec cette actualité sportive, nous arrivons à la fin de ce 19h préparé par Adel Bouhames, Nessalim Bessaïdé, réalisé par Galloul Ayesh. L'information revient à 23h avec l'édition anglophone. J'aurai le plaisir de vous retrouver bientôt. Vous retrouverez Noam Khaddam pour les éditions de vendredi, samedi, midi 19h. J'aurai le plaisir de vous retrouver très vite. Au revoir.